et à tous. Je suis très content d'être là. Donc François Zambourg, je suis donc designer, enseignant effectivement à l'ENSI et enseignant effectivement dans cette belle école de Camondo. Donc je vais être assez bref parce que le temps nous est compté et donc je vais résumer ma présentation à quelques travaux seulement. Je vais demander aussi à Vincent de m'interrompre pour que ce ne soit pas une espèce de conférence mais plutôt une causerie. Et voilà. Donc je vais me présenter un tout petit peu. C'est vrai que si mon travail est particulier, c'est peut-être aussi parce que ma formation elle est assez particulière, peut-être atypique. Moi je suis né à la fois du monde de la, de la technique, mais aussi du monde des beaux-arts et puis aussi du monde de la musique qui finalement m'a souvent mis sous influence, notamment sur ces questions de virtuosité. On pourra peut-être en débattre un tout petit peu parce que, enfin, voilà, sur la question peut-être de la sauvagerie, de la virtuosité, ça c'est des sujets qui m'intéressent. Voilà, alors pour démarrer, je vais montrer un objet, un projet, puisqu'il n'a jamais été édité, qui est la chaise Pack. Et alors la chaise Pack, c'est en fait un objet en autoconstruction. Et comme je vous le disais, moi je suis issu de la technique et j'ai toujours été fasciné par ces questions de moulage, de reproduction. Et en même temps, ce qui m'a toujours effrayé, c'est de produire effectivement une chaise qui fait quelques kilos avec finalement un moule qui va faire plusieurs tonnes. Donc ça a toujours été pour moi un peu la montagne qui enfante d'une souris. Donc je me suis longtemps posé la question de comment fabriquer des moules moins chers, moins lourds, voilà, plus versatiles. Voilà, ça c'est une chose. Et puis, alors cet objet, il est né finalement de cette volonté de ne pas faire de moule. Et puis il y a eu un matériau qui est apparu à l'époque qui s'appelle les textiles 3D. Ou double paroi, c'est en gros ces deux surfaces de textile qui sont reliées par une forêt de petits fils qui maintiennent à distance les deux parois. Et puis l'autre chose, c'était la mousse polyuréthane. Alors c'est un matériau extrêmement intéressant puisque c'est un matériau avec deux composants et lorsqu'on les mélange, il crée une pâte qui va se transformer en mousse expansive qui ensuite durcit. Donc, je vais passer rapidement. Donc le protocole, je vais aller plus vite. Donc en fait, au départ, c'est une chaise donc, sous la forme d'un pack. Et donc, vous prenez ce pack, vous le déployez, vous tournez un petit bouton activateur sur le côté, vous secouez la chaise, les deux composants créent une émulsion moussante, donc qui va gonfler l'objet et ensuite donc se durcir. Bon, donc ça c'est les premiers essais parce qu'évidemment ça marche jamais, sinon ça veut dire que c'est trop facile. Donc il y a eu beaucoup de loupés et une question qui m'intéressait et qui avait un peu sidéré Michel Buisson qui à l'époque faisait la relation entre les designers et le VIA que vous devez connaître. Mais je lui disais, mais je me demande bien la forme que va avoir cette chaise à la fin, puisque finalement la forme elle était directement liée en fait à la progression de la mousse. Donc il fallait par exemple que je dessine beaucoup d'arrondis dans cette chaise pour qu'il n'y ait pas de blocage. Voilà. Donc ça c'est l'objet qui a été présenté à la fin. Donc il y a eu beaucoup d'essais effectivement. Est-ce que ces essais eux-mêmes, je crois qu'ils ont fait l'objet de vente aussi, enfin ils sont en eux-mêmes oui. Des éléments représentatifs du projet, non ? Oui, alors ça c'est l'effet secondaire que d'ailleurs le premier proto qui ressemblait vaguement à une flaque, je l'ai jeté, mais après j'ai compris qu'effectivement ces essais avaient d'abord une valeur affective parce que j'avais passé du temps et de l'énergie et j'ai mis beaucoup de cœur là-dedans. Et puis effectivement, aujourd'hui, c'est des objets, des prototypes se vendent à prix d'or, évidemment, puisque c'est des pièces uniques. Voilà, mais ça, effectivement, je pense que c'est un sujet intéressant de voir ce qu'on fait de cette production et de ces errances.
Alors ensuite, donc, donc ce qui m'a intéressé dans la chaise pack, c'est que finalement, cette chaise était son propre moule, quoi, l'enveloppe, la surface de la chaise était dans un premier temps véritablement le moule de l'objet. Donc ça permettait aussi pour moi aussi de m'acoquiner avec un monde de la mode, par exemple, puisque finalement il s'agissait simplement de travailler sur une différence de découpe pour avoir des collections différentes de chaises. Voilà. Alors la chaise pour moi c'était un exemple de ce qu'on pouvait faire, c'est un procédé de fabrication plus qu'un objet. Évidemment, moi je pensais peut-être à fabriquer des chaises, des maisons, des abris d'urgence, des ponts, des choses comme ça, puisque finalement on pouvait vraiment changer d'échelle. Alors là, je vais rapidement passer, c'est un peu des objets comme ça de transition, mais j'ai eu envie de faire ça sur des objets en métal. Donc là, c'est des membranes très fines en métal qui ont été soudées à l'étain, et on voit le côté panthère en fait du proto. En fait, j'avais recréé donc des espèces de capitons à l'intérieur de cette chaise. Alors cet objet, je l'aime bien finalement parce que sur le côté, on voit que le métal s'est déchiré et on voit donc la présence de la mousse, quoi. Donc cette déchirure, c'est presque l'explication de la technique de fabrication. Est-ce que tu vois ou pas, enfin moi j'y vois un peu quelque chose d'un peu justement sauvage, incontrôlable dans la force là qu'exerce la mousse, ou est-ce que tout est calculé, contrôlé, comment ça se marche Alors visiblement là je vais pas tout contrôler puisque voilà, c'est un objet loupé d'un point de vue du statut d'assise. Mais en gros j'ai expliqué que j'avais fait pas mal de modèles avant, mais c'était surtout effectivement pour arriver à cette maîtrise de la technique. Donc j'essaye de mettre de moins en moins de sauvagerie, on pourrait dire, dans cette histoire, sauf que de mon point de vue le monde du sauvage c'est aussi un monde impitoyable, et au fond un monde où il est important, je veux dire si un animal a décidé de manger une proie, il est quand même important qu'il y arrive, quoi. Donc tout est tendu vers la réussite finalement dans le monde sauvage. Ce qui est peut-être sauvage ici, c'est qu'effectivement si on prend comme standard une chaise, eh bien, effectivement, on échappe à ce standard, on échappe à cette forme. Une question, sinon on n'entend pas mes questions. Une question me brûle les lèvres. On a parlé tout à l'heure du confort aussi. Et là, tu parles de... Qu'est-ce que c'est quand tu crées ce genre de projet, est-ce que tu te fixes un objectif sur la question du confort ou pas? Parce que c'est vrai que nous, en tant que prof, on a l'habitude de dire aux étudiants, attention, la courbe, le machin, il faut que la chaise soit confortable. Qu'est-ce que c'est ton rapport à... Et je me rappelle, pardon, c'est un peu emberlificoté, mais il y a plein de trucs qui me viennent en t'écoutant. T'avais dit une fois, je me rappelle que la chaise, c'est un peu comme le standard de jazz, et donc c'est vraiment pour le designer le thème sur lequel on improvise. Oui. Il y a beaucoup de questions dans ce que tu dis là. Mais en tous les cas, oui, la chaise, effectivement, c'est un standard sur lequel on peut, et les Italiens en tête, se sont beaucoup amusés comme support, je dirais, support d'idées, de conception. Après, sur la notion de confort, sur une chaise, l'affaire est vite réglée, puisqu'il s'agit d'une hauteur et un certain nombre de pentes. Mais peut-être que j'en parlerai plus loin, cette question du confort, c'est-à-dire qu'au fond, au-delà du confort, je dirais, physique qu'on peut avoir aujourd'hui, je pense que, en tout cas, moi je mets comme ingrédient d'autres types de contraintes dans cette notion de confort. Notamment, je pense que si on utilise un mobilier qu'on peut apprécier parce que notamment il a été bien conçu avec des matériaux locaux, avec justesse, avec le juste poids, peut-être que le confort qu'on va apprécier sur ce meuble sera augmenté. Voilà. Bon, la légèreté, évidemment. Je vais peut-être bon, ça c'est la collection chez Capellini. Voilà. Alors tout ça en fait m'amène au CIAV. Alors je ne sais pas si on voit sur l'image, mais le CIAV qui est le Centre International d'Art Verrier, excusez-moi, je suis enroué, mais comment dire, m'a demandé là on est en 2007, de travailler sur
pendant une semaine de recherche. Et évidemment, la première chose bêtement à laquelle j'ai pensé, c'était de faire du verre froissé, puisque vous l'avez vu, je vais repasser un peu une image, mais la chaise Bugatti, elle est en tôle froissée. Donc on froisse de la tôle, pardon, et évidemment on obtient un objet qui n'a absolument aucun intérêt. Ça, c'est souvent le problème auquel on se heurte quand on est designer, c'est-à-dire qu'on a des idées soi-disant bonnes, mais après la représentation, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Voilà. Bon, là, je vais peut-être passer rapidement, mais ça, c'est Jimi Hendrix. Voilà, donc, une petite pensée à Jimi Hendrix. Mais j'aime beaucoup Jimi Hendrix, notamment parce que, justement, on peut le qualifier de sauvage. Il détruit quand même son instrument. Donc ça, c'est quand même un truc qui ne se fait pas dans le monde des musiciens. Mais il le fait pour obtenir des sons inouïs, quoi. C'est-à-dire jamais entendus. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant finalement de se dire on brûle l'outil pour obtenir des choses nouvelles. Donc pour moi, ça a été une source de réflexion. Et puis aussi, effectivement, puisqu'on parlait de sauvagerie, je dirais, dans le monde de la musique, on s'aperçoit que pour avoir une vraie liberté expressive musicale, il faut passer au-delà, je dirais, de la virtuosité. La virtuosité nous aide à atteindre des lieux de création. Donc c'est ce que fait Jimi Hendrix avec les moyens dont il dispose. Et donc je me retrouve dans cette semaine de travail avec le CIAV, le temps passe, et puis je me demande bien ce que je vais pouvoir faire, parce que évidemment on aurait pu faire un moule de verre froissé, mais un moule ça prend du temps, encore une fois c'est de l'usinage, c'est des coûts, et je me suis dit que c'était intéressant de faire avec les moyens du bord. Alors, c'est une vieille expression, mais j'aime bien faire avec les moyens du bord. Et alors dans une verrerie, il n'y a pas grand-chose, il y a des verriers, il y a du verre, il y a des outils métalliques, il y a un petit peu de bois. Donc on a fait des essais comme ça en faisant un moule en bois. Au début ça n'a pas marché parce qu'on avait du hêtre sous la main, et le hêtre c'est un bois dur, et les veines étaient tout à fait non signifiantes. Et un des verriers m'a proposé de venir le lendemain avec du Douglas, parce qu'il était en train de refaire toute sa le périmètre de son jardin avec des poteaux en Douglas. Et il m'a dit on va faire un essai en Douglas, c'est un bois, c'est un résineux, vraiment dur, mais avec des veines très marquées. On a fait un essai, ça a tout de suite fonctionné. Et là je pourrais peut-être passer tout à l'heure, après, si on a un peu de temps, si je ne suis pas trop lent. On pourra peut-être passer un petit film de 3 minutes. Donc là, vous voyez, ça se passe très mal, puisque le bois brûle, mais en brûlant, il va imprimer véritablement ses veines sur le bois. Alors vous voyez, c'est quand même très rustique, et très rudimentaire, cette histoire. Et en même temps, il a fallu quand même pas mal de mise au point pour arriver à trouver, on va dire, un équilibre entre la présence du verre et la présence du bois. Alors, on est plus tard, là, on est un peu une dizaine d'années plus tard. 10 ans plus tard, on s'amuse à fêter les 10 ans du vase Douglas, une expo qui a eu lieu au Musée des Arts Décoratifs. Et donc Yann Guérenberger, le directeur, me dit voilà, en gros, tu as des planches de Douglas, une visseuse, et puis à peu près une scie, et c'est tout, quoi. Donc j'avais peu de matériel j'avais, le cahier à décharge était assez restrictif. Mais effectivement, je me suis trouvé quand même à un moment donné à trouver un tube de métal dans lequel on a soufflé du verre, et on a interposé en fait entre la pâte de verre en fusion et le moule des brindilles de Douglas que vous voyez là. Alors ça c'est quelque chose qui ne voit pas très bien, mais c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'effectivement ça parle de dessin, aussi d'histoire du monde verrier, puisqu'on pense à Gallet avec tout ce rapport au décor floral. Et là finalement j'effectue
on pourrait dire un raccourci clavier, puisque je m'émancipe du dessin pour que ce soit directement, en gros, le monde du vivant, le monde du végétal qui imprime et qui donne justement cette force graphique au vase. Et là, je peux peut-être lancer le film. Comment on fait ? Ça me permet. Ah non, je ne sais pas si ça va marcher. Il y a des petites questions. Ouais, vas-y. Question de technique. Je vois une question Google qui apparaît. Alors, Je ne sais pas comment ça marche le film. Y a-t-il un... Peut-être tu pourrais y répondre ensuite, ouais. mais... Non, c'est pas celui-là. Voilà. Non. Voilà. Comme ça, je peux parler en même temps. Ouais. La question c'était, vous parlez d'aléatoire et de forme sauvage, mais vous la contrôlez pour lui donner une forme de chaise, n'est-ce pas contradictoire ? Oui, bien sûr. Mais c'était pas... En gros, on pourrait pas... Enfin, vous pouvez parler de forme sauvage, mais c'est pas ça qui m'intéressait en réalité. Moi, ce qui m'intéressait, je me suis pas tellement étendu sur cette question-là, mais ce qui m'intéressait à l'époque, c'était de produire une chaise en métal, dans la tradition, je dirais, de tôle métallique, et de faire un objet léger. C'est aussi ce qui explique le froissage du métal, puisque là, j'ai utilisé des tôles qui font 1/10, c'est vraiment très fin. Et du coup, j'ai dû donc froisser le métal pour qu'il ait à nouveau, on va dire, une meilleure rigidité. Et donc, l'aspect sauvage, je dirais, il est induit par la procédure et la volonté de faire un objet léger, mais c'est pas ce qui m'a, comment dire, c'était pas le point de départ, quoi. Voilà, je dirais, c'est plus une conséquence. Et effectivement, dans mon travail, je pense que souvent la difficulté, et c'est pour ça qu'il y a autant de gâches et de choses, de prototypes qui sont loupés, c'est que j'essaye d'atteindre effectivement une espèce de performance de l'objet, quoi. Donc à chaque fois moins de matière, par exemple, à chaque fois plus d'expression. Et là, notamment la performance du vase Douglas, c'est qu'au fond, on a un objet qui est à chaque fois différent, qui est fabriqué avec un moule en bois qui est extrêmement sommaire et qui doit coûter 1 ou 2 euros, quoi. Voilà, donc ça, je pourrais peut-être en parler, mais c'est une question de rendement qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut dire, une question me vient à mon tour, est-ce qu'on peut dire que tu travailles, en tout cas dans ces 2 projets, il y a comme un travail avec des forces qui sont, pour une part, difficiles à dompter, difficiles à domestiquer. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, on peut le dire. C'est vrai que je pense que dans mon travail, effectivement, je fais intervenir énormément les éléments, on va dire les forces en présence. Et là, en réalité, dans le monde du verrier, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le verre, parce que pour moi, c'est une matière lourde, cassante, qui consomme beaucoup d'énergie, une matière cristalline, neutre et froide. C'est plutôt le monde des verriers, et gérer le monde du souffle. Et effectivement, le souffle, c'est un peu quelque chose qui va venir projeter véritablement le verre contre le moule. Et il y a une tension, et cette question de la tension, c'est vrai qu'elle est récurrente dans mon travail. Donc cette question des forces en présence, c'est donc la force de l'air, la force de l'eau, la force du feu, tous ces éléments-là m'intéressent. Ouais. Bon, là, c'est un film qu'on a fait pendant la présentation au musée des arts décoratifs. Donc c'était, je crois qu'il y avait plus de 200 protos qui étaient réalisés pendant une semaine et qui étaient présentés là. Voilà. Dans le cadre des Designers Day, j'ai oublié. Non, j'avais pas spécialement de questions, mais quand tu parlais de souffle, je pensais à Emanuele Coccia, c'est un philosophe Oui. qui a bossé aussi avec Mario sur le livre, et que vous avez accueilli à l'ENSI, Ouais. dont les livres sont en bas aussi à la librairie. Et lui aussi, il parle d'une sorte de souffle comme ça qui relie les vivants. Il a rappelé aussi dans une interview récente à la radio que le virus, il nous passait aussi, bon, je ne veux pas vous plomber avec des sortes de virus, mais que en tout cas la planète était reliée par une seule atmosphère, quoi, qu'il y avait une sorte de souffle qui... Bien sûr.
qui circulaient et qui malheureusement avaient aussi permis la circulation d'agents pathogènes. Donc, voilà, sur le souffle, qui est quand même un assez beau concept. Oui, je crois que ce qu'il veut dire aussi par là, c'est qu'on vit dans un monde totalement relié, quoi. Alors je continue. Je vais passer rapidement là-dessus, mais c'est juste pour vous expliquer que le travail que je vais vous présenter là, c'est issu d'une recherche que j'avais fait pour le centre technique du cuir, et que évidemment j'ai repris la vieille procédure que j'avais utilisée pour la chaise PAC, mais là il s'agit de cuir qui est imprégné de résine. Pardonnez-moi, je suis enrhumé, c'est... Donc voilà, on a cousu un cuir et on l'a mis sur une machine trempée dans la résine et on obtient ça. Voilà, donc un corps creux comme ça, vous voyez, toujours avec ce système de capitonnage qui permet d'obtenir de la rigidité, de la mise à distance de deux parois, quoi. C'est un sandwich. Donc après, évidemment, j'ai pris du cuir et c'était très amusant et très polluant de souffler du verre à l'intérieur. Bon, ça c'est un travail que j'ai fait pour Hermès Petit H. Je suis même pas sûr d'avoir... voilà. Bon, bref, j'en arrive à... Donc ça c'est un autre travail où on s'est demandé comment on pouvait faire des pièces quasiment sans moule. Donc là, on a fait des moufles en papier. Donc on a soufflé dans mes mains pour obtenir des pièces. Donc comme la pièce en verre n'était pas intéressante, on la propose avec son mode de mise en forme. Alors c'est très rigolo quand on souffle du verre dans les mains parce que ça pousse, quoi, et c'est un peu chaud. Mais c'est rigolo parce que quand le verrier s'arrête de souffler, ça se dégonfle et tout ça, donc on a vraiment l'impression d'avoir un petit cœur bien chaud entre les mains. Mais bon, voilà, donc ça paraît anecdotique, mais pour moi c'est aussi une manière d'entrer en matière, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe à la fois à l'intérieur du verre et ce qui se passe en haut de la canne chez le verrier. Je suis désolé, je suis complètement enroué là. Alors, j'en profite pour faire une petite question. J'en réfère au texte, très beau texte que Philippe Louguet, oui, qui est aussi un ancien enseignant d'ici, très important pour nous, et pour toi aussi, il a écrit beaucoup sur ton travail. Il parlait dans ce texte-là qu'il a écrit à l'occasion de la carte blanche du VIA, il se référait au monde de l'enfance. Il parle de ton travail, un peu, pour ce que j'en ai compris, comme d'une obstination, un peu comme ça contre les forces qui résistent, là, comme tu l'as bien montré, et il parle de ton travail, de l'énergie de ton travail comme une sorte d'obstination, un peu comme à l'enfant qui veut régler, je sais pas, des problèmes qui seraient apparemment insolubles, et de se poser comme ça des... Bon, j'ai pas compris la question, mais j'ai quand même répondu. Non, c'est vrai qu'on pourrait dire que mon travail il est assez obsessionnel et obstiné finalement. Je pense aussi que c'est lié au fait que quand on fait un projet, on est dans une certaine mesure satisfait et dans une autre mesure on est insatisfait. Et moi je travaille sur cette zone d'insatisfaction. Parce qu'évidemment, aujourd'hui quand je vous présente la chaise PAC qui est une enveloppe polyester avec un intérieur en mousse polyuréthane, évidemment c'est pas très satisfaisant d'un point de vue écologique. Même si à l'époque je l'ai fait dans ce sens-là, puisque au fond la chaise elle avait un volume très très faible et c'est un impact non négligeable dans la part de transport est une valeur importante dans la pollution. Donc plus on fait léger et de faible encombrement, et plus on économise du transport. Mais effectivement, je prends cet exemple, mais depuis, je me demande comment faire en gros une chaise PAC sans mousse polyuréthane. Donc voilà, c'est ce qui fait de moi et de mon travail une espèce de relation comme ça, un peu obstinée avec l'objet. Alors là, je vais parler d'un projet autour des nids d'abeilles. Alors là, il y a très longtemps autour d'une carte blanche.
Et le projet s'appelle la métaphore du nid d'abeille. Alors, ok. Donc je vais accélérer un tout petit peu. C'est pas très grave hein, si je ne montre pas tous mes projets de toute façon. En tout cas, ce qui m'intéressait dans le nid d'abeille, c'était à la fois le décor et à la fois la technique, puisque la technique de la cire d'abeille, c'est de reproduire un objet en cire d'abeille et créer une fonderie. Donc j'ai décidé en fait pardon, c'est pénible. De faire fabriquer en fait des objets par les abeilles. Donc j'ai mis des espèces de matrices en cire et les abeilles ont construit là-dessus. Ensuite, alors ce qui est intéressant, c'est de voir en fait le dessin qu'elles produisent, le schéma qu'elles vont produire par rapport à une forme donnée. Et donc tout ça pour produire à la fin un objet en argent qui est donc, on prend la cire, on la met dans du plâtre, on fait chauffer la cire, on fait chauffer le plâtre, on enlève la cire et à la place on met donc de l'argent ou un métal en fusion. Voilà la technique de cire perdue, tout à fait. Donc après, bon, ça je passerai ça très rapidement. Je vais parler maintenant peut-être d'un projet qui était une commande, encore une fois dans le cadre des Designers Day, par Paul Trönhoff-Rau. Et en gros, il voulait que je dessine un fauteuil. Et moi, je suis plutôt parti sur une question, sur l'assise de pouvoir, et finalement montrer la vanité qu'il pouvait y avoir à travers des assises de pouvoir. Donc j'ai pensé à l'Afrique, j'ai pensé aux termitières. Pourquoi les termitières? Parce que ça me ramène justement à la mousse dont je vous parlais tout à l'heure. Pour moi, la termitière, c'est donc une construction faite par les termites, et pour moi, c'est de la mousse de terre qu'on voit bien là. Donc vous voyez cette espèce de terre aérée. Donc on a été en Afrique, on a cherché donc une termitière qui ressemblerait à un fauteuil, donc c'est celle-là, et qu'on a extrait. Alors ce que je disais tout à l'heure en aparté, ce qui est drôle, c'est que les termites ont dézingué à peu près tout ce qu'il y avait autour, sauf évidemment l'arbre sur lequel elle était supportée. Donc elle a été cuite sur place et ensuite présentée chez Paul Trönhoff-Rau. Voilà, peut-être que je vais terminer sur ce projet rapidement. Donc ça, c'est aussi un travail que j'ai fait dans le cadre avec le Centre technique du cuir, dans le cadre d'une recherche. Il s'appelle l'animal objet. Et là, tout simplement, c'est donc fait avec HCP, c'est-à-dire Hermès cuir précieux. Et j'avais été frappé par une chose, c'est-à-dire qu'en fait, le cuir ressemble, s'apparente en fait au caractère de l'animal quand il est vivant. Donc le cuir de veau, c'est très mou par exemple, le cuir de chèvre beaucoup plus raide, et le cuir d'alligator par exemple, c'est vraiment quelque chose qui ressemble à une écorce de bois. Et ce qui est très curieux, c'est que quand toutes ces peaux sont accumulées les unes sur les autres, l'animal finit par reprendre tout gentiment sa forme. Donc ça a été l'objet de ce travail, et notamment aussi la question était de se dire comment je peux produire un objet sans chute. Donc la réponse a été de prendre la totalité de l'animal. Donc là vous voyez, j'ai reproduit une charpente en aluminium pour reprendre de proche en proche la forme de l'animal. Voilà. Bon, je crois que je peux finir là-dessus parce que le temps nous est compté. Bon, enfin, on pourra peut-être poser 2-3 questions là-dessus, mais ça, c'est un travail que j'ai fait effectivement dans le cadre de la Villa Kujulema. Voilà, mais je ne vais pas le présenter. Merci beaucoup, François. Désolé pour l'enroulement, là, c'est...